Oui, alors du coup, je m'appelle Mélanie Bigot, j'ai 27 ans. Je suis correctrice en freelance. Sur LinkedIn, on me connaît comme le sniper des fautes d'orthographe. C'est mon nom de spécialiste, on va dire. Et en parallèle, je suis aussi écrivain donc, et formatrice en écriture littéraire. J'ai lancé une formation en décembre 2020, pour apprendre en fait à écrire un roman. Donc voilà. D'accord, très bien. Est-ce que quand tu dis donc correctrice freelance, est-ce que on peut également dire rédactrice web ou pas vraiment? Alors, j'ai été rédactrice web quand j'ai commencé. En fait, je me suis lancée en freelance en septembre 2019. Mhm. Et au début, j'étais rédactrice web et correctrice, surtout rédactrice web parce que j'ai vraiment eu une formation de rédactrice web quand j'étais à la fac. Mhm. Mais j'avais très envie en fait d'être surtout correctrice parce que c'est un métier qui m'a toujours attirée. Enfin, j'avais déjà une formation, une expérience professionnelle en correctrice. Et donc, j'ai commencé comme rédactrice, mais très vite, j'ai eu beaucoup de demandes en correction et je me suis spécialisée là-dedans. Donc, j'ai complètement arrêté. Maintenant, la seule rédaction que je fais, c'est pour mes propres contenus sur mes sites internet ou mes réseaux sociaux, mais c'est tout. D'accord. Donc vraiment, correctrice freelance, c'est un métier à part entier en fait finalement. Oui, complètement. On peut être entièrement correcteur sans rien d'autre à côté. D'accord. Tu as les textes et tu les corriges en fait, c'est ça? C'est ça. Ok. Les gens m'envoient, donc ça peut être des textes vraiment de toutes sortes, hein. Ça peut être des livres, des articles, des mémoires, des thèses, peu importe, et moi je corrige. D'accord. Ok, très bien. Donc tu dois avoir une clientèle très large. Oui, très très varié. Enfin, c'est jamais la même chose en fait. À chaque fois, enfin, j'ai toujours des nouvelles choses. C'est super, au moins je m'ennuie pas. J'ai pas trop de journée type parce que c'est vraiment très varié, mais bon, généralement, je me lève vers 9 heures. J'entame tout de suite avec l'écriture littéraire pendant une demi-heure. Je fais rien d'autre pendant une demi-heure. J'écris dans mon roman et voilà, pendant 30 minutes, c'est ma petite routine du matin parce que sinon, enfin, si j'attends le soir, je suis crevée et Mm. c'est un peu compliqué de se mettre à l'écriture. Donc, des fois, j'ai pas la motivation. Donc, au moins, en écrivant le matin, je suis sûre de l'avoir fait dans ma journée. Et après, j'entame directement avec le travail. Donc, je gère mes mails, je vais vérifier LinkedIn où je suis très active. Donc, je vais voir si j'ai des messages, des commentaires. Généralement, je poste à 11 heures le lundi et le vendredi sur LinkedIn. Mes posts sont écrits un petit peu à l'avance. Et après ma journée, jusqu'à... Alors avant, c'était 20 heures. Maintenant, j'essaie de finir plus tôt. Donc jusqu'à 18h30, 19 heures, je vais travailler avec une petite pause le midi. Mais ça va être de la correction. Généralement, ça va être des corrections. Je vais faire plusieurs corrections dans une même journée. J'aime pas faire un seul Mm. truc vraiment, enfin, de me concentrer trop longtemps sur le même texte. En fait, je trouve que c'est pas très productif. Donc, j'essaye Mhm. voilà, d'alterner. Donc, enfin, selon mes envies, en fait, j'ai souvent plusieurs projets et j'alterne. Et Mhm. voilà. Alors, déjà, Word, je corrige sur Word. Enfin, c'est la base. Mm. Après, j'utilise Antidote. J'ai investi dedans. C'est un logiciel payant de correction qui permet de souligner en fait toutes les fautes de français, d'orthographe, de grammaire. C'est aussi très bien pour repérer les répétitions. Ça, c'est un peu ma Mhm. faiblesse. Je ne les remarque pas toujours. Donc, Mm. avec ce logiciel, au moins, je peux les voir. Donc, ce n'est pas suffisant pour corriger un texte en entier, Mhm. mais ça m'aide quand même à repérer des fois des fautes que je n'aurais pas vues. Mm. Et après, j'utilise aussi le dictionnaire des difficultés de la langue française. Donc ça, à la fois pour mes posts et à la fois quand j'ai des doutes pour corriger. Et enfin, c'est super. Donc je l'ai en format papier et ça permet d'aller vérifier dès qu'on a un doute sur une petite subtilité de la langue française. Enfin, ça, je le conseille à tout le monde parce qu'il est vraiment génial. J'adore lire, enfin corriger et donc lire des romans, c'est ce que je préfère. Donc ça représente peut-être 50% de toutes mes missions. Mais des fois, je découvre des histoires vraiment, vraiment géniales. Donc Mhm. ça, j'aime beaucoup. Bon, le seul problème, c'est que des fois, je suis tellement embarquée par l'histoire qu'il faut que je relise vraiment très attentivement après pour repérer les fautes parce que je ne m'en rends pas toujours compte. Mais dans ça, j'aime beaucoup corriger des romans. Ok, très bien. Et au contraire, est-ce qu'il y a une chose que tu aimes le moins faire, mais que tu es obligé de faire? Euh,
Je sais pas trop. Bah, j'aime peut-être un peu moins corriger des mémoires. C'est ce que je faisais Mhm. à mes débuts. Et enfin, c'est pas que c'est pas intéressant parce que j'en ai lu qui étaient vraiment passionnants. Mhm. Mais vu qu'il y a souvent enfin, genre, il y a vraiment des consignes précises avec l'école qui changent d'un mémoire à l'autre. Ouais. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué. Souvent, les étudiants en plus ne me précisent pas. Donc, des fois, je fais des corrections et après, ils me disent: Ah, mais oui, mais il ne fallait pas corriger ça. Donc bon, j'essaie de poser un maximum de questions, mais c'est quand même quelque chose que j'aime moins corriger. Donc maintenant que je peux vraiment faire des choix quand je reçois des demandes, j'essaie de choisir plutôt des romans parce que c'est ce que je préfère. D'accord. Oui, donc tu as aussi le luxe de pouvoir choisir un petit peu ce que tu fais. Oui, complètement. Maintenant, je peux totalement choisir. Enfin, d'ailleurs, mon planning là est vraiment rempli sur plusieurs mois. Donc, malheureusement, quand il y en a qui me contactent, il y a une grande liste d'attente et je n'accepte pas tout le monde. Alors, donc, je me suis lancée officiellement en septembre 2019, Oui, mais la correction vraiment à part entière, à temps plein, je fais ça depuis juin 2020, je crois. d'accord. Oui. Donc Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. c'est relativement récent et puis c'est en pleine Mm. période de pandémie. Mm, mm. Ouais, et curieusement, enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont vécu la même chose que moi et enfin, le confinement, ça a vraiment fait décoller mon auto-entreprise. C'était en mars, donc ça faisait 6 mois que je m'étais lancée. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens, à ce moment-là, j'étais encore rédactrice, et il y a beaucoup de gens qui voulaient refaire leur site internet, Mm. qui ont décidé de profiter justement de cette pause pour reprendre de l'avance, écrire des articles de blog, des pages de vente. Et du coup, j'avais eu Oui. beaucoup, beaucoup de demandes à ce moment-là, et ça avait vraiment, vraiment contribué à me donner de la visibilité. Même sur LinkedIn, je pense que les gens étaient beaucoup plus actifs sur LinkedIn à ce moment-là. Donc j'ai gagné vraiment en visibilité. Au moins, ça a eu un effet positif. Ah oui, 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 complètement. Enfin, sans LinkedIn, je ne sais pas comment j'aurais fait, en fait. Parce que quand je me suis lancée, je n'avais pas du tout envie de prospecter. Enfin, moi, c'était vraiment hors de question. Je me suis dit, Mm. vraiment hors de question que je contacte des gens, autant pour la correction que la rédaction. Oui. Et donc, sur LinkedIn, bah, je m'étais inscrite à la base plutôt pour partager mes articles de blog. Enfin, je n'avais pas prévu de faire des posts, mais j'ai vu que ça se faisait. Donc, je me suis dit, allez, je Mm. vais essayer. Donc, c'est comme ça que je me suis mise à faire des posts régulièrement et qu'après, bah, j'ai trouvé ma ligne édito qui aujourd'hui est vraiment axée sur l'orthographe quasiment à Mm. 100%. Et je pense que, je sais pas, je dois avoir 95% de mes clients qui viennent de LinkedIn, quelque chose comme ça. Enfin, c'est énorme, mais Oui. vraiment quasiment tout le monde m'a Mm. connu là-bas. Après, maintenant, il y a un peu plus de monde qui va sur mon site internet, Oui. qui trouve mes articles. Donc, des fois, j'ai aussi des gens qui me contactent par mon blog. Mm. Mais ouais, non, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui viennent de LinkedIn et bah, je suis très reconnaissante envers LinkedIn, justement. Bah, en fait, ce que j'ai fait, moi, justement, pour ne pas prospecter, ça s'appelle l'inbound marketing. Donc, c'est vraiment une stratégie de création de contenu Mm. qui va permettre d'attirer les gens sur mon profil, des gens qui pourraient être intéressés par mes services. Mm. Et par contre, il faut savoir que c'est quelque chose qui prend vraiment du temps. Il ne faut pas en fait poster en espérant avoir des demandes qui arrivent le jour même ou en une semaine. Moi, ça, justement, j'ai vraiment commencé à avoir des clients au moment du confinement, donc ça faisait déjà 6 mois que je postais. Donc j'avais déjà eu des petites demandes, mais c'était pas assez pour vivre. Enfin, ouais, j'avais une mission par mois, quelque chose comme ça. Mais justement, j'ai profité d'avoir du temps pour bien développer mon image personnelle. Ouais. J'ai fait un profil enfin, voilà, qui pouvait expliquer le plus clairement possible ce que je faisais, ce que je proposais. Et j'ai Mhm. essayé de faire vraiment des posts qui parlaient à mes prospects, à mes clients vraiment Mm. idéaux. Euh, enfin, après, j'ai pas tout de suite commencé avec des posts sur l'orthographe parce que au début, je n'étais pas que correctrice. Donc, je faisais Mm. un peu des posts sur l'importance de la rédaction web, l'organisation, le freelancing en général. Enfin, c'était vraiment pour attirer l'attention. Mais vraiment, ce qui est très important dans les posts, c'est vraiment de parler à son audience. En fait, déjà, il faut définir ce qu'on veut. Donc, si on veut trouver des clients, il faut vraiment parler à ses clients. Ouais. Et ouais, en fait, il faut pas. Enfin, il y a beaucoup de posts qui sont très moi-je sur LinkedIn, justement. Il ne faut pas Mm. tomber là-dedans. On peut faire du storytelling, raconter sa vie un petit peu, mais il faut toujours que ça apporte quelque chose à la personne qui va lire. Et pour qu'après, elle se dise, ah bah tiens, ça m'a parlé, bah, j'ai envie de commenter et j'ai envie de travailler avec cette personne. Mm. Faut transmettre vraiment de la valeur et ouais, donner envie vraiment aux personnes de nous contacter. Donc, montrer ce qu'on est capable de faire.
Mm. Et j'ajouterais aussi d'ailleurs, Oui, pour se lancer sur LinkedIn, là en ce moment, je suis en train de lire un livre que je conseille vraiment à tout le monde, c'est À la conquête de LinkedIn de Christopher Piton. oui. Et d'ailleurs, j'ai contribué à ce livre parce qu'il avait demandé à 11 entrepreneurs de faire un petit témoignage justement pour aller avec chacun de ces chapitres. Et là, je suis en train de le terminer et c'est vraiment, vraiment génial. Moi, j'avais pas lu le livre quand j'ai contribué, j'avais juste lu le chapitre auquel je participais. Et franchement, il donne des conseils, mais tellement, tellement pertinents pour se lancer, à la fois pour créer son profil, vraiment faire quelque chose de nickel, mais aussi pour créer sa ligne édito, se mettre à faire des posts assidûment et des posts qui marchent. Donc, vraiment, je le conseille à tout le monde. De la curiosité, je pense. Mm. Ça, c'est très important. Et en fait, ça peut paraître ne pas être une qualité, mais du doute. Je pense qu'il faut toujours douter en fait de soi et ne jamais avoir de certitude quand on est en train de corriger. Et parce que c'est comme ça qu'on va laisser des fautes, en fait, en étant persuadé que telle phrase, tel mot s'écrit comme ça et on passe. Et en fait, non, ça ne s'écrivait pas comme ça. Donc, moi, j'essaye vraiment de douter un maximum, d'avoir toujours mon dictionnaire dictionnaire des difficultés de la langue française, ou d'aller vérifier sur des sites comme Français Facile, le Larousse même tout simplement. Mais voilà, c'est très très important d'aller vérifier à chaque fois, de ne pas avoir de certitude. Même quand on pense qu'on est excellent en français, on peut toujours s'améliorer. Ouais, je pense que c'est vraiment, vraiment la plus grande qualité qu'un correcteur pourrait avoir et ouais, ne pas hésiter en fait à aller chercher en fait, ne pas avoir un trop gros ego en orthographe, on va dire. Mm. Au début, quand je me suis lancée, j'avais beaucoup, beaucoup de doutes. Je me disais que ça ne décollerait jamais. C'est ça, en fait, le problème avec l'inbound marketing, c'est que ça prend vraiment du temps. On ne voit pas tout de suite les résultats de ce qu'on a commencé, en fait. On sème des petites graines, mais on n'a pas tout de suite les résultats, justement. Mm. Donc, des fois, je postais, j'avais pas beaucoup de réactions. En fait, ça, c'était même pas en plus ce qui m'intéressait le plus, c'est que je me disais, mes posts n'intéressent pas et j'ai pas de clients, du coup, par Ouais. conséquent. Et je recevais pas de propositions, ou quand j'en avais, ça débouchait sur rien, c'était pas des choses forcément très intéressantes. Donc, au début, j'étais quand même très déprimée, mais j'ai beaucoup parlé en fait avec mes amis qui étaient aussi freelance, ou même ceux qui n'étaient pas freelance. Mais je Mhm. pense que le plus important, en fait, c'est de bien s'entourer et d'avoir des gens avec qui parler vraiment de ces galères. Les personnes, même qui ne sont pas freelance, même si elles ne vivent pas ce qu'on vit, ces galères, ces peurs et tout ça, je pense que juste de parler avec quelqu'un, en fait, ça peut vraiment aider à prendre du recul, à avoir un nouveau regard sur la situation et dédramatiser. Et du coup, j'ai beaucoup parlé avec plusieurs amis et puis je me suis accrochée. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, ça va peut-être finir par marcher. Quand je me suis lancée, je m'étais donné 1 an pour que ça marche. Et je Ouais. m'étais dit, si au bout d'1 an, ça ne marche pas, si j'ai vraiment pas de clients, tant pis, je retournerai dans le Mm. salariat et puis j'essaierai quand même de développer à côté, mais bon, il me faudra Mm. quand même une source de revenus. Mm. Mais du coup, je me suis vraiment accrochée, je me suis donnée à fond sur LinkedIn et finalement, ça a payé, donc je suis contente. Oui, alors pour les auteurs que j'ai, surtout, ça va être principalement des auteurs auto-édités, enfin qui veulent s'auto-éditer, ou alors qui veulent envoyer leur manuscrit à une maison d'édition. Donc, c'est pas, pour le moment, je ne travaille pas avec des maisons d'édition. J'aimerais bien à l'avenir, mais pour le moment, je travaille surtout avec des auteurs indépendants. Mhm. Donc, c'est eux qui me contactent à chaque fois. Et après, alors je travaille 3 jours par semaine pour un média qui s'appelle Clubic, Mhm. que certains connaissent peut-être parce que c'est quand même assez connu. C'est des actualités high-tech, sciences, Mm. tout ce qui est un peu scientifique et technique. Oui. Et donc, je corrige leurs articles en fait qui vont sortir à chaque fois, les articles d'actualité, et je les corrige juste avant qu'ils soient publiés. Enfin, on est plusieurs Mhm. et on se partage les articles. Mhm. Et après, j'ai tellement de profils différents. J'ai travaillé pour un magazine, donc ça c'est fini, mais je corrigeais les articles d'un magazine. Mhm. Euh, si je corrige aussi des articles pour une société de sécurité, enfin des articles, des courriers, des D'accord. posts réseaux sociaux. Enfin, c'est très très Un peu varié. Des de fois, tout, ouais, ouais. voilà. Des fois, ça va être vraiment juste des posts. Enfin, j'ai aussi un client qui est médecin.
qui m'envoie juste ses posts LinkedIn à corriger. Donc, je corrige ses posts LinkedIn. Voilà, c'est très, très varié. J'ai corrigé des tonnes de mémoires aussi. En ce moment, je corrige une thèse. Donc c'est très, très, très varié. Alors, je milite beaucoup pour que les futurs correcteurs se forment parce que c'est un fléau. Il y a des tonnes de personnes qui se lancent en correction parce qu'ils sont persuadés d'être bons en français, parce qu'ils ont fait un bac L et que leur prof leur a dit qu'ils écrivaient bien, donc du coup, ils se lancent en correction. Et en fait, non, la correction, c'est quand même un métier, ça s'apprend. Moi, quand je suis allée en master de rédaction professionnelle, donc c'est là où j'ai vraiment appris mon métier. Je pensais que j'étais bonne en français. Enfin, je disais, oui, j'ai déjà corrigé des mémoires, je m'en sors bien. Et j'ai eu des cours de grammaire et non, j'étais bonne, mais j'étais vraiment pas excellente, ça c'est sûr. Et j'ai pu apprendre vraiment plein de choses. Et même encore aujourd'hui, j'apprends encore, j'essaye de faire des exercices pour continuer de me former et garder un bon niveau. Mais c'est très, très important, je pense, de suivre une formation. J'en connais pas beaucoup, mais il y a des personnes qui m'ont parlé d'une formation surtout qui s'appelle l'EMI, je crois, qui apparemment est vraiment spécialisée dans la correction et qui est très bien. Même le projet Voltaire, à la limite, avoir le certificat Voltaire, ça peut être un bon début, même si je ne suis pas sûre que ce soit suffisant. Moi, je ne l'ai pas passé, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour être correcteur. Il faut vraiment une formation professionnalisante qui va apprendre toutes les subtilités de la langue française, qui apprend aussi à reformuler, réécrire un petit peu, parce que la correction, c'est pas uniquement enlever les fautes d'orthographe. Des fois, c'est vraiment toute la structure d'une phrase qu'il faut reformuler parce que ça va pas, parce que c'est bancal. Donc c'est très, très important de se former. En fait, les personnes qui se lancent en correction mais qui ne se sont pas formées vont juste dévaluer la profession et rendre du mauvais travail à leurs clients. Là, justement, je travaillais avec un magazine, mais j'ai dû arrêter, donc j'ai cherché une remplaçante pour moi. Enfin, d'abord, c'est mon client qui a cherché une remplaçante pour moi, et la personne qui l'a contactée, visiblement, n'avait pas de formation de correction. Et j'ai passé 3 jours à rattraper son travail parce que c'était une catastrophe. Et donc après, c'est moi qui ai dit, je vais chercher moi-même une correctrice qui pourrait me remplacer. Mais voilà, c'est très, très important parce que justement, après, une personne pense qu'elle est bonne en orthographe, mais ce n'est pas à elle de dire qu'elle est bonne en orthographe, c'est quelqu'un qui va la noter, quelqu'un qui va vérifier justement qu'elle est bonne en orthographe. Et c'est pour ça qu'avoir un diplôme, peu importe lequel, en correction, c'est vraiment important. Professionnelle, bientôt. Bientôt. Là, déjà, je me concentre sur la formation, débloquer votre écriture pour les écrivains. Mais oui, j'aimerais bien sortir des formations d'écriture, d'orthographe et de correction. Donc bientôt, j'espère. Et débloquer votre écriture, ça consiste en quoi exactement? Alors, c'est en fait une formation pour commencer son roman et se mettre dans les bonnes conditions pour écrire un roman. Et surtout pour lutter contre le syndrome de la page blanche, parce que j'ai remarqué qu'il y a énormément d'auteurs qui l'ont et qui se laissent complètement abattre par ça, qui n'arrivent pas du tout à le surmonter. Donc, du coup, j'ai voulu faire une compile de tous mes conseils pour surmonter le blocage, pour trouver une idée, trouver l'inspiration, organiser son temps pour se mettre à écrire son roman. Alors, j'ai pas de téléphone. Ah oui, vraiment. Oui, j'ai un vieux Nokia, mais voilà. Mais du coup, pour mon ordinateur, je suis sur Apple. Enfin, D'accord, Mac. ok. Donc pas de smartphone pour toi. Non, pas de smartphone. D'accord, tu es contre? Ouais, c'est pas, je suis contre, mais déjà, j'aime pas le tactile. Je déteste ça, je m'en sors pas. Je suis vraiment une mamie quand j'essaye d'envoyer un message. Et puis, j'aime bien ne pas être tout le temps connectée à mes réseaux sociaux. Donc, vraiment, quand je vais sur l'ordinateur, je peux y aller. Mais après, quand je suis avec des gens, tout ça, j'ai pas de téléphone et c'est très bien comme ça. Ok, non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Mais bravo, parce que c'est pas évident de nos jours de ne pas avoir de smartphone, en fait. Donc, oui. ouais. Écrivain, je pense que c'est ce que je voulais faire. Enfin, j'ai toujours voulu être écrivain. Bon, après, j'ai toujours eu des métiers fantaisistes à côté, comme je sais pas, je crois que je voulais être pilote quand j'étais vraiment petite, j'avais 6 ans, mais pilote danseuse même précisément. Ah oui. mais bon, vraiment, écrivain, c'est le métier que j'ai toujours voulu faire depuis toute petite. Donc voilà, écrivain. Non, je pense le chat, parce que j'ai un chat et que je l'aime beaucoup et parce que c'est un animal très mignon. Ah, les chats, c'est la vie. Tout le monde adore les chats. Ah oui, c'est sûr.
YouTube. Ok. J'ai Netflix, mais j'y vais très peu. Je suis pas très voyage, mais je pense que Mhm. ce sera chez mes parents à Bourges, dans le Berry. Pas mal, c'est exotique. Ça va me changer. Au moins, c'est la campagne, j'aime bien. Ouais. Le feu, je pense. Toutes mes héroïnes de tous mes romans, elles ont toujours le pouvoir du feu. Je sais pas pourquoi, j'aime bien.